Euh, Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire qu'on a intitulé Harcèlement, mieux en comprendre les formes et agir en conformité. Ce webinaire est organisé dans le cadre de l'IDAF. Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou ceux qui sont invités, nous sommes une association qui regroupe des dirigeants d'associations et de fondations au service de notre secteur. Ce webinaire aujourd'hui est organisé dans le cadre du cercle RH de l'IDAF et vise à mieux comprendre ces problématiques de harcèlement. Pour nous éclairer sur ces sujets, nous aurons deux intervenants. Pour commencer, Maître Jacquet Duval, avocate spécialisée en droit social, et ensuite Monsieur Jean-Luc Odeyer, président fondateur du cabinet JLO. Donc, premier sujet, Maître Jacquet Duval va intervenir pour nous éclairer sur la partie normative du sujet. Qu'est-ce que le harcèlement? Quels sont les harcèlements? Qui en sont les auteurs? Est-ce que l'organisation peut être elle-même harcelante? Et Maître Jacquet Duval nous rappellera quelles sont les obligations légales qui pèsent sur l'employeur à ce sujet. Son intervention durera à peu près une trentaine de minutes. Nous aurons ensuite l'intervention de Monsieur Jean-Luc Odeyer du groupe JLO, qui va nous expliquer que faire face à des situations de harcèlement, qu'est-ce qu'il faut faire avant si possible, qu'est-ce qu'il faut faire pendant, qu'est-ce qu'il faut faire après, comment éviter tout cela avec son expérience pratique dans nos organisations. Je vais vous demander, si vous voulez bien, de poser vos questions sur le Q&A qui est à votre disposition et nous prendrons les questions en fin d'intervention. Nous allons commencer par l'intervention de Maître Jacquet Duval pour à peu près 30 minutes. C'est à vous, Maître Jacquet Duval, en vous remerciant pour votre présence. Merci, bonjour à tous. Pour rentrer très directement dans le vif du sujet, je voulais rappeler, et vous le savez, je pense les uns et les autres, que la notion de harcèlement est une notion en réalité très récente. Elle a été popularisée, si je puis dire, par Marie-France Irigoyen, qui est une psychiatre et qui a écrit un livre en 1998 sur les violences psychiques au travail. Jusque-là, au travail, on parlait essentiellement de violences physiques, si je puis dire, avec les accidents du travail. Et la notion de violence psychique, qui est d'ailleurs une notion qui s'est répandue dans toute la société, était pas du tout ni traitée ni analysée. Alors, dès 2002, le Parlement s'est saisi de cette notion et a essayé de la théoriser, je dirais un peu sans succès, puisque vous allez le voir, la notion est floue et évolutive. Elle est floue parce qu'elle est définie non pas d'une façon positive, c'est-à-dire, vous savez, vous avez un accident du travail, bah écoutez, c'est un accident du travail, on sait exactement de quoi on parle. En réalité, la notion de harcèlement, elle est définie à partir du ressenti de la personne qui se croit harcelée. On va y revenir parce que c'est ce que dit la loi. Et c'est une notion aussi évolutive parce que c'est la jurisprudence qui, au fur et à mesure des affaires, des demandes, de la façon plus ou moins habile d'ailleurs des avocats de présenter le sujet, eh bien, les contours de cette notion sont définis par la jurisprudence et il semblerait que ce ne soit pas terminé. Et comme M. Marnac vous le disait, le harcèlement de gestion est une notion encore plus récente. Alors aujourd'hui, c'est quoi le harcèlement? Ben, c'est une espèce de mot valise qui recouvre toutes les situations de mal-être. Ça couvre éventuellement les conditions de travail, enfin, ça couvre essentiellement les conditions de travail. Alors, je veux bien, s'il vous plaît, le, le texte du Code du travail, c'est l'article L 1152-1, et il précise, et je pense qu'il faut le lire complètement, c'est la définition suivante: aucun salarié, vous voyez, on se place du point de vue du salarié, ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet
une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Donc on voit bien avec cette définition que c'est l'objet qui est d'abord mis en avant. Est-ce que vous avez l'intention de harceler quelqu'un ou pour effet, sans même avoir l'intention, eh bien, il se trouve que la personne harcelée subit une dégradation de ses conditions de travail. Le juriste est toujours un peu perplexe devant ces objets qui ne sont pas extraordinairement précis. Il n'y a pas d'acte concret qui est défini. Qu'est-ce que c'est que le harcèlement? Eh bien, des agissements répétés, dit la loi, qui ont pour conséquence la dégradation des conditions de travail. Donc, on peut supposer qu'il s'agit d'une répétition d'un comportement et une dégradation des conditions de travail. Alors, je m'empresse de vous dire que c'est assez rare, mais c'est arrivé, un fait unique, donc non pas répété, a été qualifié de harcèlement moral par la jurisprudence. En l'espèce, c'est pour ça que je vous donne l'exemple, il s'agissait d'un entretien disciplinaire qui avait été extrêmement violent. En sortant, le salarié s'était effondré et avait attaqué l'employeur pour harcèlement moral et il a gagné. Voilà, donc ça nous donne des pistes pour les comportements qui doivent être ensuite induits. Alors, aujourd'hui, la jurisprudence vous dit quoi? L'harcèlement moral, concrètement. Concrètement, c'est quoi? Alors, des allusions dévalorisantes, des brimades, des insultes, des humiliations, de l'isolement. Vous savez que le harcèlement moral se retrouve aussi à l'école, vous en avez entendu parler, et peut-être avec vos enfants, vous avez entendu parler du terme ghost. Ghost, c'est fantomiser une personne. Et ça, ce sont des comportements qu'on retrouve en entreprise. Une personne est isolée et le manager ou ses camarades, ses collègues ne lui parlent plus. Il est ghosté. Donc, c'est une sanction. Ça rend malade, clairement, de ne plus être intégré à la communauté de travail. Donc, les, les conditions de travail sont dégradées, les tâches peuvent être dévalorisantes, des horaires modifiés en permanence, et notamment dans l'intention ou pas de nuire, mais si vous avez des femmes seules avec des enfants, lui mettre des horaires extrêmement tôt le matin ou très tard le soir, ça a pu être considéré comme du harcèlement. Alors le salarié, d'abord, ne comprend pas. Il est très très compliqué d'identifier une situation de harcèlement quand vous êtes je mets des guillemets, le harcelé. Pourquoi? Parce que on pense toujours que ça ne peut pas vous arriver. Or, et quand vous commencez à comprendre que oui, ça vous arrive, vous êtes déjà malade. Vous pouvez vous plaindre, bien entendu, mais vous êtes déjà atteint. Donc, comme je vous le disais, point d'attention, un fait isolé peut constituer du harcèlement moral, euh, quand bien même, j'en reviens à ma définition, c'est des faits qui ont pour effet de... le harcèlement peut avoir un effet, et ça suppose une intention de nuire. Aujourd'hui, la jurisprudence considère que le harcèlement est indépendant de l'intention de nuire. Vous pouvez être un harceleur sans avoir voulu l'être. Vous pouvez être harcelé sans que votre harceleur n'ait la volonté de vous nuire. C'est ce qui rend les cas assez compliqués à identifier. Une petite parenthèse, comme vous le savez, le harcèlement est un délit pénal et qui dit délit pénal dit forcément intention de nuire. Donc vous avez en entreprise, en matière de conditions de travail, du harcèlement sans intention de nuire, mais qui dégrade la santé de toute façon, alors que pour être condamné au pénal, il faut que l'intention de nuire soit démontrée. C'est quand même important.
parce que vous avez un certain nombre de managers, j'en ai vu, qui se retrouvent avec des plaintes pénales ou au moins des mains courantes au commissariat. Je dirais, rassurez-vous, si vous êtes dans ce cas-là, l'intention de nuire doit être démontrée, elle est quand même relativement complexe à mettre en œuvre. Alors, qui est victime de harcèlement? Ben, tout le monde, enfin, qui peut être victime plutôt? Tout le monde, les salariés évidemment, individuellement, collectivement, les fournisseurs, les dirigeants, mais aussi des personnes non liées à l'entreprise ou à l'association. C'est important parce que on a vu un cas de harcèlement, par exemple, où un parent est venu harceler violemment à plusieurs reprises une dame qui s'occupait de la cantine de son fils. Certes, la dame a porté plainte contre cette personne totalement extérieure à son entreprise et à sa structure. Pour autant, l'employeur a été condamné pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat. Donc, n'imaginez pas que les questions de harcèlement sont cantonnées strictement à l'entreprise. Ça peut dépasser un petit peu ce cadre-là. La plupart du temps, on est dans un lien hiérarchique. C'est un lien descendant. C'est le subordonné qui se plaint du harcèlement de son responsable hiérarchique. Mais ce n'est pas obligatoire. En matière de harcèlement sexuel, notamment, on a vu un certain nombre de cas où c'était le subordonné qui harcelait sexuellement son supérieur hiérarchique. Alors, qui est harceleur? Bah, un supérieur hiérarchique, un collègue, le collègue qui fait en sorte que vous soyez, alors pour des raisons plus ou moins avouables, qui fait en sorte que vous soyez isolé de votre surface de travail. Alors, point d'attention, le subordonné peut toujours harceler son supérieur hiérarchique. Et ça arrive, et c'est plus fréquent qu'on ne croit. Pour autant, la jurisprudence estime que le supérieur hiérarchique a les moyens de remettre son salarié à sa place. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que quand vous êtes embringué dans une situation totalement inextricable de harcèlement par votre subordonné, alors vous n'avez pas d'autre solution, me semble-t-il, Monsieur Audoyer vous le dira sûrement, que, comme la loi vous y autorise, demander une médiation. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez évidemment pas, même si vous vous plaignez de votre collaborateur, vous ne pouvez évidemment pas le licencier sous prétexte ou le sanctionner sous prétexte qu'il vous harcèle. Ce n'est pas crédible aux yeux de la jurisprudence. Dans la réalité, ça l'est. Mais aux yeux de la jurisprudence, qui estime encore que le lien hiérarchique, hein, la Cour de cassation, c'est très hiérarchisé, estime que le lien hiérarchique doit permettre de remettre le salarié à sa place. On vous l'a dit, le harcèlement, dès lors qu'il n'est pas le fait qu'il ne donne pas une intention de nuire, peut aussi être du harcèlement de gestion. Là aussi, c'est une définition, c'est quelque chose de très nouveau. C'est, comme vous l'a dit Monsieur de Marnac, un comportement, une organisation qui en elle-même engendre du mal-être sur une ou plusieurs personnes. Alors, sur une personne, bah, écoutez, je l'ai vécu avec, à mes dépens, si je puis dire, non pas que j'ai été harcelé, mais parce que j'ai accompagné une grosse entreprise qui avait mis des horaires inadaptés à une salariée, c'est-à-dire qu'en fait, elle changeait d'horaire en permanence. L'organisation était nécessaire. Voilà, je dirais qu'il n'y avait aucune intention de nuire. C'était un besoin de l'organisation. Pour autant, l'effet sur la personne a été complètement délétère. Elle est tombée malade. Évidemment, elle est partie de l'entreprise. La jurisprudence de la Cour de cassation a estimé qu'il s'agissait de harcèlement de gestion. Alors, des conditions de travail délétères, de la délation organisée, par exemple, des instructions incohérentes ou l'absence de management peuvent constituer du harcèlement de gestion.
Sur l'absence de management, je voudrais attirer votre attention. C'est toujours très compliqué d'avoir affaire à des équipes un peu rebelles, un peu, je dirais, entre guillemets, fort en gueule. Et quelquefois, les managers se retrouvent, qui sont un peu le nez dans le guidon pour avoir des résultats, pour faire leur travail le plus correctement possible, et ben, se retrouvent avec des équipes euh, compliquées. Et quelquefois, et je l'ai vu dans mon cabinet, le manager qui n'en peut plus, au fond, arrête de donner des instructions. C'est-à-dire, il se fantomise tout seul. Et ça, la jurisprudence considère que ce soit pour une équipe de travail ou pour une personne, le fait de ne pas avoir d'instruction, c'est-à-dire de ne pas être encadré, peut constituer aussi du harcèlement. Alors, vous allez me dire, euh, entre tout ça, comment trouver le juste équilibre? Eh bien, on va essayer de s'y retrouver. Le salarié est protégé de façon absolue contre le harcèlement moral. C'est d'ailleurs la première chose dont il faut bien se rendre compte, c'est que le salarié qui se prétend harceler à tort ou à raison, hein, euh, est protégé beaucoup mieux qu'un représentant du personnel. C'est une protection absolue et avec des lois qui changent tout le temps, la dernière en date étant la transposition d'une directive européenne de 2020, c'est la loi du 21 mars 2022 et qui nous dit aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant de bonne foi relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article 1121-2 qui concerne évidemment les sanctions et le licenciement. Alors, j'ai souligné et mis en gras de bonne foi pour que surtout vous n'ayez pas l'intention devant une telle situation de se dire oui, mais ce salarié, on le connaît, il est de mauvaise foi. La mauvaise foi est extraordinairement difficile à établir en jurisprudence. Vous devez considérer qu'une personne qui se plaint de harcèlement est forcément de bonne foi, et même si dans votre fort intérieur, vous considérez que ce n'est pas le cas, vous ne devez pas tenir compte de votre sentiment. La bonne foi est toujours supposée, et avant de démontrer l'inverse, avec des écrits ou des communications, c'est extrêmement difficile. Alors, parce que vous avez évidemment des dénonciations, des délations, qui sont faites de mauvaise foi pour nuire à un tel ou un tel, et on le voit assez régulièrement. Euh, il faut vraiment, c'est un point d'attention absolu de considérer que une personne qui vient, qui demande ou à un représentant du personnel ou sur la plateforme des alertes professionnelles qui se plaint de harcèlement est forcément de bonne foi et vous devez impérativement traiter le sujet. On ne peut pas se contenter d'essayer de ça va s'arranger tout seul. Ce n'est pas vrai, ce n'est jamais vrai. Vous savez, dans les entreprises de plus de 50 salariés, il y a une obligation d'avoir un système de recueil des alertes professionnelles. Ces alertes sont, au fond, tout ce qui peut être pénal dans l'entreprise, y compris le harcèlement, naturellement. Donc, dans les alertes professionnelles et dans les plateformes de recueil des alertes professionnelles, 80% des demandes sont des alertes harcèlement. Jette un coup d'œil à ma pendule. Maintenant, quand on a un salarié qui vient se plaindre ou un représentant du personnel qui dénonce une situation qu'il estime être du harcèlement, bah, écoutez, il faut le voir, il faut lui parler. Vous le savez, je vous l'ai dit, mais je crois que je n'ai pas mis le texte, mais le salarié qui pense être harcelé peut demander une médiation que l'employeur doit mettre en place, avec un médiateur plutôt agréé quand même, c'est plus efficace. Euh, Convoquer le salarié, c'est la moindre des choses.
essayez d'obtenir des éléments factuels et circonstanciés, des mails, des écrits, des comptes rendus d'entretien, par qui vous êtes alerté, le salarié, le représentant du personnel, le médecin du travail. N'oubliez pas que le médecin du travail est un vecteur très important en matière de harcèlement parce que c'est lui qui voit arriver le premier des salariés qui n'ont pas envie d'alerter les représentants du personnel. J'avais toujours coutume de dire à mes clients, voyez votre médecin du travail au moins une fois par an pour faire un point là-dessus. C'est vraiment un point d'attention. En matière de harcèlement, la preuve est libre. Elle est libre et la parole du harcelé, c'est comme la parole des femmes, on y viendra après, est une parole quasi sacrée. Mais la dégradation de la santé, à tort ou à raison, hein, parce que vous avez des gens dont la santé se dégrade pour des raisons qui ne sont pas liées forcément à l'entreprise, mais en tout cas, c'est un élément de preuve. Les arrêts de travail, la prescription d'anxiolytiques, tout ça sont des éléments de preuve qui sont très largement retenus par la jurisprudence. Donc, une fois que vous avez recueilli des éléments du salarié qui s'estime harcelé, il vous incombe de convoquer la personne mise en cause, avec beaucoup de prudence. J'ai mis prudence, il faut le mettre en gras et souligner pourquoi. Parce qu'il n'est pas question de jeter une personne à la vindicte générale sans avoir pris la mesure des choses. Certes, un harceleur confirmé, si je puis dire, doit être sanctionné. Pour autant, écoutez, pas d'erreur sur la personne et j'ai vu dans des grosses structures, tout le monde porte plainte contre tout le monde. C'est-à-dire que le harceleur, qui n'est pas convaincu de l'être, si on fait de la publicité sur son comportement, d'où l'intérêt d'ailleurs d'essayer de traiter les choses peut-être en dehors des représentants du personnel pour éviter la publicité, alors la personne mise en cause, si elle est atteinte elle-même dans sa propre dignité, porte plainte aussi contre l'entreprise. Donc vous avez deux situations. Vous avez le harcelé qui porte plainte pour harcèlement et votre mise en cause qui porte lui aussi plainte parce que vous ne l'avez pas suffisamment défendu. Donc c'est une situation extrêmement complexe qui doit faire l'objet de toutes les précautions. Pour autant, vous êtes obligé d'être extrêmement volontariste en la matière. J'en viens maintenant au harcèlement sexuel, puisqu'on m'a demandé de traiter tous les harcèlements. Euh, la définition juridique est toujours la même. Aucun salarié ne doit subir des faits de harcèlement sexuel. Alors là, le texte est plus précis, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste, on y reviendra, hein, répétés, on retrouve un peu des formules qu'on voyait dans le harcèlement moral, qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Alors ça va très vite, hein. J'ai eu le cas, et c'était affreux, d'un ingénieur, une femme, qui, à chaque fois qu'elle rentrait en réunion de ses collègues masculins, se trouvait, volontairement d'ailleurs, hein, de leur part, confrontée à des images pornographiques. C'est-à-dire que sur leurs écrans, hop, YouPorn à tous les étages. Et ben, elle est finie par tomber malade. Parce que c'était une forme de rejet de sa personne. C'était clairement, elle a fini par quitter l'entreprise qui a payé des sommes assez considérables. Parce que, évidemment, l'équipe était un peu en faute. C'était une situation hostile et dégradante. Alors, le texte précise que lorsqu'un salarié subit des propos ou des comportements, même venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l'instigation de l'une d'entre elles, alors même que chacune de ces personnes n'a pas agi de façon répétée, c'est-à-dire que vous vous retrouvez dans une soirée festive de l'entreprise avec
une personne, alors je dis souvent une femme, mais pas toujours, qui se retrouve en but à des propos dégradants, même une fois, parce que tout le monde est un peu entraîné, il y a un peu d'effet de meute quand même, alors le harcèlement sexuel peut être constitué. Les, les peu importe que les harceleurs aient envie d'un acte de nature sexuelle. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez avoir, et c'est tout la question des propos sexistes, ce sont les remarques sur la coiffure, la tenue, le genre de la personne. Tous ces propos doivent être totalement bannis parce que sont considérés comme des agissements sexuels. Or, bien entendu, il convient de démêler le harcèlement sexuel et la blague lourde. Vous avez des gens qui ne peuvent s'empêcher de faire des blagues un peu lourdes. J'attire votre attention sur le fait de la génération Z, c'est-à-dire les jeunes aujourd'hui sont beaucoup moins tolérants, garçons et filles confondus d'ailleurs, que la génération au-dessus. Donc, ce qui peut être accepté comme une blague lourde par des gens qui ont la quarantaine et qui ont d'ailleurs les moyens de se défendre, ne l'est pas du tout par la génération des 20-30 ans. Le harcèlement sexuel, vous le voyez bien avec l'affaire Nicolas Bedos, c'est une question générationnelle. Donc, c'est un point d'attention très important. Alors, bien entendu, pour démêler le vrai du harcèlement de la blague, bah, c'est l'objectif poursuivi. Est-ce que vous avez l'intention, est-ce que votre harceleur a l'intention d'être intimidant ou pas? La question du quoi, bah, des attitudes, des commentaires, des agissements sexistes. Alors, euh, une petite précision, le règlement intérieur doit expressément mentionner la répression des agissements sexistes et du harcèlement moral et sexuel. Je vous ai mis en fin de tableau les peines encourues pour les sanctions pénales. J'ai pas l'intention de vous faire peur, c'est pas l'objet. Il faut juste prendre la mesure du sujet. Et le sujet, quand on en est éloigné, on pense qu'on va s'en sortir avec du bon sens. Malheureusement, il n'en est rien. Donc, le harcèlement moral en pénal, c'est 30 000 euros d'amende, 2 ans d'emprisonnement. Ça n'a jamais été prononcé pour le moment. C'est le maximum des peines, mais c'est dire à quel point les parlementaires et les tribunaux trouvent ça important. Le harcèlement sexuel, c'est encore plus cher, si je puis dire. Euh, Vous avez pu voir, je pense à cette histoire de Dos qui est quand même, qui vous aurait paru il y a 10 ans totalement insignifiante. Aujourd'hui, il se retrouve pendant 6 mois avec un bracelet. Donc, les sanctions sur les personnes qui ont essayé de mettre la poussière sous le tapis sont très sévères parce que on considère qu'il s'agit de discrimination. Une personne se plaint, elle n'est pas entendue, elle est licenciée parce qu'elle s'est plainte, la jurisprudence en est plainte, alors la sanction financière est extrêmement lourde pour l'employeur. Et je vais passer donc la parole à Monsieur Douanier, puisque pour prévenir les faits de harcèlement, il faut faire un point très régulier sur les conditions de travail et tenter de repérer les signaux faibles. Merci. Merci, Maître. Est-ce que vous pouvez juste revenir sur le slide précédent parce qu'il y a une phrase qui m'interpelle. Clara, celui-là, le harcèlement sexuel concerne à la fois les hommes et les femmes, hein. Le commentaire, en réalité, tout commentaire que l'on ne ferait pas à un homme, c'est tout commentaire que l'on ne ferait pas à une personne de son genre. Et ça, pour moi, c'est particulièrement important parce qu'on est confronté sur ces sujets-là alors pour des raisons aussi juridiques, hein, vous savez que le sujet du harcèlement est une cause
d'exonération du plafonnement des indemnités, enfin des indemnités Pour licenciement de abusif. prud'homme, pardon, au Conseil de prud'homme. Donc effectivement, on a avec la vague MeToo et qui est un élément aussi d'appropriation de ces sujets de harcèlement, une multitude de situations de harcèlement aujourd'hui dans les entreprises. Merci Maître pour cette présentation du cadre juridique. Je vais donc prendre la suite sur la boîte à outils, mais je vais un peu nous mettre en perspective. Et puis, on va commencer par un petit quiz qui porte sur 3 questions sur lesquelles vous allez pouvoir répondre de façon très rapide avec une réponse oui/non. On va lancer le quiz. Avez-vous déjà été saisi d'une situation de présomption de harcèlement sexuel ou moral dans votre entreprise ou dans votre organisation? Avez-vous mis en place des mesures pour réduire les risques? Et disposez-vous d'un référent interne et ou d'un référent CSE, alors qui sont, en fonction de la taille de votre entreprise, une obligation prévue par le législateur. On va vous laisser répondre à ce petit sondage. Est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat si ça fonctionne bien? Ça nous permettra qu'on ne s'angoisse pas trop. Alors, est-ce qu'on a les éléments? Eh bien, c'est parfait. On voit les questions. Est-ce que vous pouvez y répondre surtout? Pendant que le quiz se déroule, on va peut-être passer au slide suivant, Clara. Je vous laisserai arrêter quand on aura suffisamment de réponses, le sondage en lui-même. Alors, je vais vous faire une présentation très rapide du groupe JLO. Je vous rassure, ce n'est pas une présentation commerciale, c'est simplement pour vous dire ce qui me permet aujourd'hui d'être présent dans ce webinaire de l'IDAF pour vous présenter la boîte à outils complète. Clara, si vous pouvez passer. Donc, le groupe JLO, on est en fait depuis maintenant quasiment 20 ans un acteur spécialisé sur tous les sujets d'innovation sociale dans les entreprises. On a accompagné les structures, alors à la fois de la fonction publique et du secteur privé sur tout le développement des politiques d'emploi des personnes en situation de handicap, et on a été très tôt en fait confronté à ces sujets de discrimination ou de harcèlement basés sur une singularité particulière. De façon globale, on intervient sur l'ensemble du territoire national avec plus de 120 collaborateurs, et dans l'équipe, on a des juristes droit social, on a des consultants RH. On a, et Maître le souligner de façon très importante dans sa présentation juridique, aussi des psychologues du travail, parce que le sujet du harcèlement génère, alors à la fois pour les personnes qui en sont victimes, mais aussi pour les collectifs de travail, des troubles à la fois physiques et des troubles psychiques. On peut passer, Clara, si vous le permettez, au slide encore d'après. Je ne veux pas m'éterniser sur la présentation du groupe JLO, vous pourrez la reprendre de façon détaillée dans la présentation. Ce qui me semblait important, c'est un peu de se mettre en méta sur ces sujets de harcèlement et de se dire que il y a un réel lien entre les sujets de qualité de vie et des conditions de travail et la question du mieux vivre ensemble. Et je pense qu'il faut aussi se poser dans ce registre-là. Clara, je vous laisse dérouler et passer au slide suivant, qui est une relecture en fait du cadre de référence de l'ANACT sur le sujet de la QVCT. Et dans notre démarche qu'on a nous développée depuis l'année de 2013 sur les sujets de qualité de vie au travail, on a revisité le référentiel de l'ANACT en disant quel est le socle en fait qui permet d'être efficient et d'avoir une approche qui soit positive et épanouissante pour les collaborateurs. Et dans ce socle, il y a un axe fondamental qui est celui du mieux vivre ensemble. Et dans le sujet du mieux vivre ensemble aujourd'hui, dans le cadre de notre évolution de société, je parlais de la vague MeToo, je parlais de l'évolution aussi de culture. Maître Jacquet Duval nous parlait tout à l'heure de la génération Z. Alors, je pense que ça dépasse le sujet de la génération. C'est aussi un sujet aujourd'hui de sensibilisation sur ces thématiques de discrimination ou de harcèlement qui fait que
on a quand même aujourd'hui dans les entreprises beaucoup de collaborateurs qui sont vent debout contre ces situations dès qu'elles peuvent se présenter. Et là, pour le coup, pour moi, on est dans le premier niveau de prévention primaire, qui est la constitution d'un socle qui permet d'assurer aux collaborateurs qu'il ne sera évalué que dans le cadre de ses compétences et de ses performances, et que toute pratique de harcèlement ou toute pratique de discrimination sera exclue dans son entreprise. Je vous propose de passer, Clara. Alors, vous allez voir que je suis très bavard sur le sujet, donc on va essayer de se centrer sur le principal, sinon Guillaume va me tirer les oreilles. Au slide suivant, on va attaquer plutôt les obligations de l'employeur, alors pas dans le cadre juridique tel que Maître Jacquet Duval nous l'a présenté, mais de façon singulière sur la présentation de la boîte à outils. Donc, Clara. Il y a une obligation fondamentale qui pèse sur l'employeur. Alors moi, je suis un acteur de la santé au travail des collaborateurs, à la fois sur le champ de la santé physique et de la santé mentale. Il y a une première obligation qui pèse sur l'employeur, qui est de préserver la santé mentale et physique de ses collaborateurs. Et on sait pleinement que l'ensemble des situations de harcèlement physique et de harcèlement moral, qu'on soit dans le cadre de situations avérées ou de situations de présomption, ont des impacts sur la santé physique et la santé mentale des collaborateurs qui sont victimes de harcèlement, mais aussi souvent par dégâts collatéraux, des collectifs qui sont embarqués dans ces situations où on a une situation de présomption, on va demander des témoignages, on va demander aux gens de se positionner et effectivement, ça peut être très compliqué à gérer pour ces personnes. Je rappelle quand même le cadre de la prévention globale en matière de santé, sur laquelle vous avez 3 niveaux de prévention et on regardera un petit peu les dispositifs à travers le prisme de ces 3 niveaux de prévention. Guillaume l'a dit en introduction, il y a le champ de la prévention primaire qui est celui de la réduction ou l'élimination des facteurs de risque professionnels en agissant sur l'organisation, les conditions et l'environnement du travail, le management, le fonctionnement des services. L'idée, c'est faire en sorte que les situations au niveau du système ne puissent pas se produire parce que j'ai une palette d'outils qui me permet d'intervenir en amont. Vous avez ensuite la prévention secondaire, qui est le fait de renforcer les capacités d'adaptation et de résistance des salariés face aux... on reviendra sur le résultat du sondage, on va le laisser afficher. Donc, renforcer les capacités d'adaptation et de résistance des salariés face aux situations contraignantes de travail en agissant sur les compétences, les attitudes et les comportements individuels. Là, on est vraiment sur l'axe sensibilisation des collaborateurs, des équipes, des managers à ce qu'est le harcèlement, des situations avérées de harcèlement et comment effectivement détecter les signaux faibles que Maître Jacquet Duval évoquait. Et puis, on a le sujet de la prévention tertiaire. Parfois, quand on a mal accompagné en prévention primaire et en prévention secondaire, il arrive que certains collaborateurs puissent avoir des comportements déviants. Alors, j'utilise le terme déviant parce qu'on sort du cadre, pour le coup, de la norme, et soit acteurs de faits de harcèlement moral ou physique. Et dans ce cas-là, il y a une obligation de l'employeur à prendre en charge les personnes victimes de ces situations de harcèlement. Je vous propose qu'on s'arrête 2 petites secondes sur vos réponses. Donc, avez-vous déjà été victime d'une situation de présomption de harcèlement? On voit quand même que 2 tiers des participants au webinaire ont été saisis de ces situations-là, ce qui est quand même relativement important, mais ce qui n'est pas étonnant aujourd'hui au regard des tendances qu'on peut voir, Maître Jacquet et moi, dans les entreprises. Avez-vous mis en place des mesures pour réduire les risques? On voit qu'effectivement, on est sensiblement sur la même proportion avec un petit peu moins d'entreprises ou d'organisations qui ont mis en place des mesures. Et si on regarde sur l'autre obligation légale, qui est la mise en place du référent interne sur le harcèlement sexuel et le référent CSE, on s'aperçoit que 3/4 des participants ont mis en place un dispositif. Donc, vous connaissez déjà des éléments de la boîte à outils du parfait préventeur des faits de harcèlement. C'est super, donc on va pouvoir continuer dans la joie et la bonne humeur.
Clara, alors on va faire un petit focus effectivement sur le référent. Et on va s'arrêter sur les deux référents qui sont imposés par le législateur. Le référent CSE qui est obligatoire pour toutes les entreprises, quel que soit le seuil d'effectif. Alors effectivement, le CSE étant obligatoire pour les entreprises supérieures à 11 salariés, il y a des référents quand même CSE qui existent pour les entreprises de moins de 11 salariés et qui sont au niveau des commissions paritaires régionales interprofessionnelles, donc ils ne sont pas au sein de l'entreprise. Il faut le rappeler, donc ça, c'est bien loin pour le coût de l'entreprise, mais tout CSE a l'obligation de mettre en place un référent sur le sujet de la prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel. Et puis, vous avez les référents entreprises pour les entreprises qui ont au moins un effectif, d'au moins 250 salariés. Et ce référent, qui est un référent côté employeur, pas côté CSE, il a 3 missions principales: orienter, informer et accompagner les collaborateurs. Alors, ce que vous pouvez noter déjà, c'est que le législateur n'a prévu de référents que sur le sujet de la prévention des agissements sexistes et du harcèlement sexuel. Ce n'est pas une obligation concernant le harcèlement moral. On sait de fait que quand on est sur les sujets de agissement sexiste et de harcèlement sexuel, on a souvent aussi combiné le sujet du harcèlement moral. Et moi, j'encourage les entreprises à nommer un seul référent sur les sujets, mais que ce référent ait une approche globale de l'ensemble des situations. Parce que c'est parfois très difficile de démêler le juste milieu entre l'agissement sexiste et le harcèlement moral. Donc ça, c'était le premier élément de la boîte à outils. Clara, je vous propose de passer au slide suivant. Les recommandations et les pistes d'action. Là aussi, on va faire un petit sondage. Quel type de mesures avez-vous déjà mis en place pour réduire les risques? Je vous laisse lancer le sondage. Alors, formation des managers, sensibilisation des équipes, nomination et formation d'un référent, charte des comportements adaptés, usage d'une plateforme de recueil des alertes professionnelles et autres dispositifs. Ce qui nous permettra d'enrichir l'échange. Donc, c'est pareil, je vous laisse répondre au quiz. Normalement, le multi-réponse doit fonctionner. J'espère que ça va être le cas. Parfois, on a des petites surprises dans le cadre des sondages. Si ça n'est pas le cas, ce n'est pas gênant. On verra un petit peu les grandes orientations de masse. La même chose, on ferme le quiz dans quelques instants quand on a suffisamment de réponses et on peut passer, nous, au slide suivant, Clara, pour parler de la palette d'outils. Alors effectivement, quand on est sur les sujets d'agissement sexiste, harcèlement sexuel et harcèlement moral, je reprends systématiquement le thème aussi des agissements sexistes, parce que le webinaire était centré sur les sujets de harcèlement, mais on a un premier niveau dans le harcèlement sexuel qui est celui des agissements sexistes, qui ne sont pas pour autant de même nature que le harcèlement sexuel. On a effectivement 3 niveaux qui sont essentiels. Celui de la prévention, donc c'est sensibiliser, former et informer le collectif de travail, notamment par la nomination d'un référent pour les entreprises de 250 salariés, mais rien n'empêche effectivement, au regard des enjeux sociétaux et de l'organisation, de nommer un référent entreprise dans les structures de taille moins importante et d'embarquer, comme je le disais tout à l'heure, le terme du harcèlement moral. Deuxième élément qui est important dans la palette d'action, c'est effectivement, je dois prévenir, mais je dois aussi agir. Et agir, ça veut dire quoi? Ça veut dire de disposer d'une procédure de signalement et d'une procédure de traitement des signalements. Pour nous, on fait vraiment la distinction entre les deux. C'est comment je peux signaler un fait d'agissement sexisme, harcèlement sexuel et harcèlement moral. Et après, comment, au niveau de l'organisation, je peux ou je prends en charge ce signalement tel qu'il m'est parvenu. Et on sait très bien que dans les modalités de prise en charge, alors il y avait une question dans le quiz sur l'enquête interne. L'enquête interne, c'est un des moyens de traiter et de qualifier les faits. C'est pas toujours le plus facile.
hein, très clairement, parce que ça veut dire effectivement que l'organisation et les individus en charge de l'enquête vont se positionner, vont prendre… Alors, c'est pas prendre parti, hein, parce qu'on se base sur des éléments factuels, mais vont quand même valider ou pas la suspicion de harcèlement moral ou sexuel. Et parfois, la posture peut être compliquée à prendre et à tenir en interne parce que ça peut occasionner des dégâts collatéraux. Donc l'enquête, elle peut être confiée aussi à des tiers indépendants de l'entreprise qui vont garantir des modalités de traitement adaptées et ajustées à l'organisation. Et prendre toute mesure pour empêcher que les faits ne se reproduisent. Ça, c'est un élément important, hein. On est sur une dynamique curative, mais on est aussi sur une dynamique préventive. L'idée, c'est aussi de tirer les enseignements de ces situations et faire qu'elles ne se réitèrent pas parce qu'on n'a pas su prendre les dispositions utiles. Et puis, un élément essentiel, hein, qui, à partir du moment où j'ai fait les constats, et à partir du moment où j'ai constaté, soit par le biais de l'enquête interne, soit par le biais de l'enquête externe, que les faits étaient avérés, eh ben, il faut rentrer un petit peu dans le champ du disciplinaire. Hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai un collaborateur ou une collaboratrice qui a été victime de harcèlement sexuel ou moral dans l'entreprise, eh ben, il est clair qu'il va falloir sanctionner le ou la responsable de ces faits dès lors qu'ils ont été reconnus comme étant des faits réels de harcèlement par l'organisation. Alors, je rappelle que le positionnement de l'enquête, hein, qu'elle soit interne ou externe, elle ne remplace pas la décision de justice et que le salarié en parallèle, qui se dit victime de situations de harcèlement, peut saisir le conseil de prud'homme pour la qualification des faits. Hein, et la saisine du conseil de prud'homme ne dédouane pas l'employeur de son obligation de prendre en charge la situation. On regarde un petit peu les résultats du sondage. Alors, ils se sont affichés et ils ont… Allez, les voilà à nouveau. Quel type de mesures avez-vous prises? Donc, on voit que la moitié des participants au webinaire ont formé les collectifs de travail. Alors, j'ai bien dit les collectifs, hein, que ce soit les managers, les collaborateurs, les RH ou la direction. On est sur une proportion similaire, c'est-à-dire globalement supérieure à la moyenne, pour la sensibilisation des équipes. La nomination et la formation d'un référent qu'on avait vu précédemment, il y a une cohérence, on est toujours sur la proportion de 2/3 qui ont nommé un référent. La mise en place d'une charte de comportement adaptée, seulement un quart des organisations ou des personnes présentes l'ont mis en place. La mise en place d'une plateforme de recueil des alertes aussi pour un quart des personnes. Et puis, il n'y a pas eu d'autres mesures de prise. Mais globalement, on voit que vous êtes agissant ou acteur sur ce sujet de la prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Clara, je vous propose de passer au slide suivant. Donc, on a différents niveaux, hein, dans la boîte à outils. Donc, sur le champ de la détection et du traitement, on a le sujet de la ligne d'écoute, hein, puisqu'on peut soit passer par une plateforme de saisine des situations d'alerte, on peut soit aussi mettre à disposition un dispositif de ligne d'écoute qui est souvent tenu par des psychologues sociaux ou des psychologues du travail pour soutenir les personnes qui… si on est sur la plateforme, elle a pour vocation, en fait, de permettre à tout collaborateur de saisir un tiers indépendant sur les faits qui sont identifiés comme étant des faits susceptibles d'être du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Et puis après, derrière cette plateforme, vous avez un processus de prise en charge et de traitement de la saisine de la plateforme. La ligne d'écoute, c'est vraiment un dispositif complémentaire, c'est plutôt un dispositif de soutien psychologique et d'accompagnement des personnes victimes de situations de harcèlement.
Dans la boîte à outils, vous avez aussi, c'est ce que je disais, l'accompagnement à la réalisation d'enquêtes internes. On intervient souvent pour aider les entreprises à structurer un processus d'enquête interne qui définit clairement quelles sont les modalités d'intervention, qui est en capacité d'agir dans le cadre de ces enquêtes internes. Alors, on a souvent, par exemple, un RH, un représentant du personnel et un manager qui vont mener l'enquête de façon conjointe quand elle est en interne. Et c'est ce que je disais, on accompagne dans ce cas-là à la formalisation des procédures de saisine et de traitement sur les situations présumées de discrimination et de harcèlement. Et puis, il y a l'accompagnement à la communication interne de dispositifs et de procédures. Le sujet de la communication est fondamental, hein, tant au moment du lancement de l'enquête qu'au moment de la réalisation de l'enquête pour expliquer aux collaborateurs ce qui se déroule, comment ça se déroule et quelle est la finalité de l'enquête, mais aussi du résultat de l'enquête pour témoigner du fait que l'entreprise, elle a pris en charge, pardon, et pas à charge, hein, le lapsus est significatif, mais elle a pris en charge le sujet, elle se l'est approprié et elle l'a traité. On reviendra bien sûr sur toutes les questions que vous pouvez avoir sur ces sujets. En fait, il y a vraiment dans les recommandations le sujet de modifier le socle culturel de référence en déconstruisant les stéréotypes. On a énormément de stéréotypes sur ce qu'est le harcèlement moral, sur ce que sont les agissements sexistes, sur ce qu'est le harcèlement sexuel. On est confronté à une évolution de société, hein. On accompagne beaucoup d'entreprises et je pense que Maître Jackie Duval, c'est la même chose, dans laquelle des situations étaient tolérées historiquement. Cette situation n'était pas vécue ni comme des agissements sexistes, ni comme du harcèlement moral ou sexuel. Simplement, les évolutions de société font que ces situations ne sont plus acceptables aujourd'hui. Et alors, ce que je note, hein, moi, dans ma pratique professionnelle, c'est que c'est souvent dans les métiers dits nobles de l'entreprise. On prend un exemple très particulier, hein. Dans les médias, souvent les journalistes avaient ce pouvoir de faire parce que c'était toléré dans la profession et que c'était en lien avec les exigences du métier. Ou dans les métiers où les commerciaux ont un réel poids dans l'organisation, ou dans les métiers, alors je sais que beaucoup d'entre vous sont dans les métiers du soin, hein, où les chefs de service pouvaient, par exemple, avoir des comportements déplacés. Ces comportements, aujourd'hui, ne sont plus tolérés et doivent être remis en question. Et ça, pour le coup, c'est souvent une vraie révolution culturelle dans l'entreprise, c'est-à-dire que certains ne comprennent pas pourquoi leurs pratiques qui étaient autorisées, non sanctionnées, non considérées d'ailleurs à l'époque comme décalées, deviennent aujourd'hui inappropriées, sanctionnables et complètement décalées. Et tout ça nécessite des processus d'accompagnement sur revisiter le sujet des stéréotypes, introduire une culture plus inclusive, parce qu'on a souvent ces sujets de harcèlement en lien avec les questions de discrimination et d'absence de politique suffisamment inclusive, et puis accompagner les collectifs et encadrement dans la transition afin de ne pas déplacer le risque. Clara, s'il vous plaît. Alors, sur le plan collectif, c'est la structuration et le portage par la direction, les managers et les partenaires sociaux d'une politique diversité et QVCT. Alors, j'aurais pu mettre aussi la fonction RH, bien évidemment, dans le dispositif. Moi, je suis intimement convaincu que ces sujets de diversité, d'inclusion et de prévention de toute forme de discrimination et de harcèlement, si elles ne sont pas portées par la direction, elles font un flop. C'est pas un sujet RH, même si c'est souvent co-porté par la filière RH, et il faut vraiment introduire une culture de la tolérance zéro. Il n'y a aucun fait en lien avec les agissements sexistes, le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, quelle que soit la fonction, quelle que soit la singularité de l'individu, qui doit être accepté, et tout fait déviant doit être sanctionné. Formation et sensibilisation de l'ensemble des équipes sur les stéréotypes, je l'ai dit, et l'identification des faits susceptibles d'être vécus comme des situations de harcèlement.
faire la distinction entre ce qui relève, par exemple, d'une maladresse managériale en one shot, c'est-à-dire en une fois, mais qui, quand elle devient itérative et qu'elle est toujours axée sur un individu du collectif, devient du harcèlement moral ou des agissements sexistes. Réaliser des enquêtes, des diagnostics de situation portant sur les situations de présomption de harcèlement, systématiquement les traiter dans les diagnostics diversité, RPS, QVCT et de façon globale sur tous les sujets d'études, d'enquête, doit être posée la question de ces sujets de discrimination et de harcèlement. Et puis, bien sûr, mesurer régulièrement et suivre des indicateurs à travers des enquêtes Pulse Survey. Hein. Vous avez souvent des enquêtes en interne sur le climat social de l'entreprise et les sujets de harcèlement moral et sexuel doivent être aussi abordés. Structuration de plans d'action correctifs avec les collectifs de travail. Hein. Une fois que vous avez identifié des pratiques déviantes au niveau d'un corps social, comme je l'évoquais par exemple tout à l'heure chez les journalistes, les commerciaux, les chefs de service, bah, c'est traiter cette problématique de façon structurelle avec les collectifs de travail, adapter l'organisation, et puis bien sûr c'est un sujet à intégrer de façon particulièrement importante au dialogue social, dans le cadre des relations avec le CSE, mais aussi dans le cadre des accords qui peuvent être négociés avec les délégués syndicaux. Voilà, je crois que j'ai fait un tour large de l'ensemble de la palette. Il est 10 heures, on est pile poil dans le timing que nous a donné Guillaume. Vous avez compris mon maître mot, hein. C'est vraiment le zéro tolérance sur les sujets d'agissement sexiste, harcèlement sexuel, harcèlement moral, et le fait que la responsabilité de l'entreprise peut être engagée dès lors qu'elle ne prend pas en charge ces situations dans lesquelles un ou des salariés évoquent ces situations présumées au départ, mais potentiellement réelles. Je vous repasse la parole, Guillaume, en espérant avoir été pertinent. Merci beaucoup, Jean-Luc, pour votre brillante intervention et surtout merci d'avoir tenu les horaires. Et ce que je dis vaut également pour Maître Jacquet-Duval. Je voudrais m'adresser peut-être à Alexandra et à Clara pour savoir si elles ont des questions qui ont été posées par plusieurs participants. Oui, nous en avons quelques-unes. Donc, je vais les lister et puis après, je laisserai à nos intervenants la liberté de pouvoir répondre. Alors, on a une question sur le CSE. Une personne qui demande si on n'a pas une obligation de passer par le CSE et comment ça se passe quand il n'y a pas de CSE. On a une question sur les enquêtes. Et semble-t-il, quelqu'un aurait vu une jurisprudence selon laquelle le fait de diligenter une enquête ne semblait pas obligatoire pour l'employeur. Ensuite, on a aussi la question du référent employeur. Est-ce que ça ne serait pas plutôt le DAF, peut-être le DRH, et non pas le DG? Et ensuite, une dernière question sur les lanceurs d'alerte. Est-ce qu'il correspond à la même procédure pour signaler un fait de harcèlement? Alors, Jean-Luc ou Aline? Aline, peut-être pour la partie normative du sujet? Oui, on va se compléter tous les deux. Aline, votre micro est éteint. Maître Jacquet, votre micro est éteint. Ah. Voilà. Est-ce qu'on a l'obligation de passer par le CSE? Non, absolument pas. Il n'y a pas d'obligation légale en la matière. Je dirais même que si vous ne souhaitez pas, pour des raisons X ou Y, que l'affaire ait un retentissement dans toute l'entreprise, vous avez plutôt, je dirais, intérêt, dans un premier temps, en tout cas, d'essayer de démêler les choses vous-même en tant qu'employeur. Pourquoi? Parce que même si les représentants du CSE sont en principe couverts par une obligation de confidentialité, dans la réalité, celle-ci existe très peu, ne serait-ce que parce que les gens parlent ensemble au sein du CSE et que dès lors, vous avez un porte-voix permanent, ce qui peut être extrêmement gênant
lorsque les faits ne sont pas établis finalement, ou lorsque la personne qui est mise en cause est quelqu'un qui représente une autorité dans l'entreprise. Donc non, ce n'est pas une obligation. Alors, Jean-Luc, il y a une Concernant, question. Oui, je vous en prie, Guillaume. allez-y. je vais Oui. répondre sur la plateforme puisque j'en ai une. Donc, pour les lanceurs d'alerte, vous pouvez, lorsque vous avez une plateforme de recueil des alertes professionnelles, bien sûr, la personne qui dénonce des faits de harcèlement qu'elle a entendu ou vu ou dont elle est un protagoniste devient un lanceur d'alerte et extrêmement protégé à ce titre. Est-ce qu'on doit en aviser les représentants du personnel? Non, il n'y a pas d'obligation en la matière. Et je vous dirais exactement la même chose avant d'alerter toute l'entreprise, ce qui crée évidemment beaucoup de troubles. Il vaut mieux être sûr de son fait. Jean-Luc, Voilà. question un petit peu plus complexe. Quel rôle faut-il donner, en complément de la réponse de Maître Jacquet Duval, au CSE ou au CSECT? Quelle est la bonne distance? Est-ce qu'il faut systématiquement travailler avec eux? Est-ce qu'il faut être à la distance? Ou est-ce que cela dépend des situations, des circonstances et des organisations? Alors moi, Alors, j'ai un avis un peu différent de celui de Maître, et c'est normal par la pratique, hein. oui. Je pense qu'on a tout intérêt à embarquer le CSE dans l'action. Alors sur deux champs. D'abord, le champ de la validation des procédures d'intervention. Et je pense que pour le coup, c'est important de valider avec eux à la fois les modalités de traitement d'une saisine et les modalités de déclenchement de cette saisine et les modalités de prise en charge et de mise en place des enquêtes internes et des enquêtes internes. Mais là, on est en macro, on est sur le processus de prise en compte et de traitement des situations présumées de harcèlement moral et de harcèlement sexuel. Moi, je pars du principe que souvent, tout se sait dans les entreprises. Hein, et que dès que on est sur des situations, alors sauf dans certains cas très particuliers, hein, où on peut être sur des sujets de harcèlement sexuel, où ça peut être très compliqué, mais dans une majorité de situations, euh, les collaborateurs sont très vite informés qu'il se passe quelque chose. Et ont du mal à comprendre que le CSE ne soit pas partie prenante du dispositif. Le CSE n'a pas à être informé de la totalité de la situation. Hein. Il n'est pas là pour donner son avis sur l'enquête. Par contre, lui dire que dans tel périmètre, il y a eu une situation il y a eu un signalement et que ce signalement a bien été pris en compte, qu'il fait l'objet d'une enquête et que les résultats de l'enquête seront présentés à telle échéance selon telle modalité, pour moi, ça me paraît un élément important. Je rappelle que on est aussi dans le cadre du pouvoir du CSE de demander une expertise hein, sur des faits graves qui sont de nature à porter atteinte à la santé d'un collaborateur. Donc, moi, je suis plutôt partisan de les associer. De toute façon, il y a quand même un référent CSE hein, sur le sujet. Merci pour vos réponses. Je voudrais revenir sur une question qu'on me pose souvent, qui est la question du moment du déclenchement de l'enquête. On va prendre un cas très simple. Vous avez quoi? Vous êtes DRH, on vient vous rapporter qu'un tel se comporte de telle façon avec telle personne. Comment voulez Je pose la question d'abord à Maître Jacquet Duval. À quel moment faut-il déclencher cette enquête et quelles sont les obligations légales qui pèsent sur l'employeur à ce sujet? Alors, la première attitude, évidemment, c'est d'essayer de démêler le vrai du faux. Donc, il incombe au DRH de recevoir les gens et d'essayer d'avoir des propos un peu cohérents et qui semblent vraisemblables. Et
déclencher une enquête. Alors, encore une fois, hein, ce n'est pas forcément en passant par le CSE. Donc, avec Monsieur Audoyer, on n'est pas du tout du même avis Je n'ai pas dit que sur ce c'était terrain. forcément, hein, c'est un petit bémol, maître. Ne vous inquiétez pas, nous nous rejoignons sur 80% des situations. Donc, une enquête, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend une personne compétente pour réaliser une enquête. Alors, ça peut être quelqu'un du groupe, ça peut être un avocat, ça peut être un médiateur, et on lui demande de recueillir les propos des gens, de les transcrire, de les faire signer, hein, parce que ce sont des attestations du point de vue juridique. Quand est-ce qu'on commence à faire ça? Ben, on imagine que quand on est en train de monter un dossier, pour parler comme j'entends le plus souvent, voilà, si vous montez un dossier contre un salarié que vous pensez être vraiment un harceleur, là, vous déclenchez une enquête au sens juridique du terme. Et attention, je suis effarée de voir le nombre d'enquêtes qu'on produit au tribunal et qui ne sont pas signées. C'est-à-dire que les gens ne confirment pas leurs propos. Donc, vous voyez un peu la difficulté pour les employeurs derrière. Donc voilà, ça c'est mon point de vue ouais, il faut essayer d'être prudent, quoi. Peut-être que vous avez Merci un autre beaucoup. point de vue. Et vous, Non, Jean-Luc? alors, oui, je vais juste rajouter une situation, c'est dès lors qu'on ne sait pas comment traiter la situation, en se disant, ouh là là, je ne sais pas où je vais mettre les pieds, parce que ça arrive des fois quand on est DRH, en se disant, je suis dans un flou artistique sur le sujet parce que j'ai vraiment des propos qui sont extrêmement différents entre les différents protagonistes de la situation. Et là, je ne me sens pas de prendre le sujet à bras le corps. Là, si vraiment vous avez un doute, et puis parfois, il faut pas oublier que le harcèlement, il peut émaner de personnes haut placées. Donc, quand on a des gens du comité de direction, ça peut arriver, c'est pas la majorité des cas, heureusement, mais quand on a des personnes du comité de direction, il y a intérêt à bien préparer le dossier, ne serait-ce que vis-à-vis de son patron, pour lui expliquer qu'il a un de ses subordonnés ou un de ses collaborateurs directs à qui on a passé beaucoup de choses et qu'il il va falloir être très attentif. Donc, si vous vraiment vous sentez pas d'instruire la situation dans le cadre d'un processus habituel disciplinaire, là, à mon avis, il faut vraiment diligenter une enquête en interne et même, je dirais, en externe. Pour moi, ce qui fait la distinction entre à quel moment je réalise une enquête interne et une enquête externe, c'est quand les enjeux risquent de dépasser le simple périmètre. Alors, je, Pour je- je apporter vais, je vais rajouter quelque chose à mon propos. Il faut aussi veiller à ce que la personne qui s'estime harcelée, qui vient se plaindre, se sente prise en considération. Donc, il y a enquête et enquête. Vous pouvez faire une enquête interne diligentée par le DRH, par exemple, mais vous devez assurer la personne que vous entendez son propos et que vous allez investiguer et revenir vers elle assez rapidement. Parce que sinon, vous serez aussi potentiellement accusé de ne pas avoir traité le sujet, ce qui est pire que tout. Donc, l'enquête, vous avez deux types d'enquêtes. Une première enquête qui est, je dirais, informelle, vous entendez les parties, et puis vous cherchez à trouver une solution, je veux dire, soit par la médiation, puisque c'est une possibilité offerte par la loi, soit par une sanction disciplinaire, si vous êtes sûr de votre fait, mais en tout cas, la personne entendue doit se sentir accompagnée. Et vous évitez, parce que je l'ai vu aussi, dans le cadre de plaintes en harcèlement sexuel, de laisser les gens dans le même bureau. Jean-Luc, pour compléter la question, supposons que quelqu'un ne souhaite pas, pour des raisons X ou Y, dans l'entreprise ou l'association, faire l'enquête. Quelles sont les possibilités? À qui peut-on faire appel en version extérieure pour faire cette enquête? Vous avez plusieurs typologies de structures qui réalisent l'enquête, hein. Vous avez des cabinets d'avocats qui interviennent sur la réalisation d'enquêtes. Vous avez des cabinets de conseil RH. Enfin, je pense que Maître Jacquet et moi-même
faisons des enquêtes. Bien sûr. L'idée est, comme le disait Maître Jacquet, Duval, d'instruire la situation en reconnaissant la place de la victime potentielle, qui est un élément important. Hein. On n'est pas là pour dire on sert les intérêts de l'employeur en évitant de reconnaître la situation. Donc voilà, vous avez différentes structures aujourd'hui qui peuvent intervenir. Je rappelle une chose, hein, comment dire? Alors, je parle pas de décision parce dans les enquêtes, on ne dit pas qu'il y a situation de harcèlement. On dit que il y a quand même des faits qui sont probants, qui potentiellement peuvent être caractérisés. Parce que je rappelle que le dernier décideur, c'est quand même le Conseil de prud'homme, hein, ou les tribunaux. Oui, mais la parole de l'employeur ne vaut pas la parole de droit. C'est pas parce que. Après, il y a des dommages et intérêts. Oui. Donc, voilà, c'est ça, c'est ce que je veux dire. C'est pas parce qu'une enquête interne, une enquête externe, par exemple, ne reconnaissent pas l'existence de harcèlement que le Conseil de prud'homme ne va pas, lui, caractériser la situation de harcèlement. Donc, il faut vraiment être attentif au poids des mots qu'on utilise. Donc voilà, le champ des possibles, il est là. Moi, je le redis, hein, quand même pour les enquêtes internes, quand on est sur des faits qui sont des faits compliqués, hein, il y a des faits qui sont caractérisés, qui sont d'une évidence flagrante. Et là, le RH peut effectivement, en s'adjoignant, par exemple, un représentant du personnel et un manager, mener une enquête en interne. Parfois, c'est beaucoup plus compliqué et vous avez la moitié d'un collectif qui va caractériser des faits de harcèlement et l'autre moitié du collectif qui va dire non, non, c'est pas du tout ce qui s'est passé dans les faits. Il y a un autre élément que je n'ai pas mentionné qui me paraît fondamental, Guillaume et Maître, si vous me permettez à ajouter. Quand on est dans des situations, alors qu'on soit dans du harcèlement avéré ou du harcèlement non retenu, ça cause toujours des dégâts aux individus et au collectif de travail. Et dans ces situations-là, il y a un outil que j'ai pas mis et qui me paraît indispensable, c'est accompagner la reconstruction du collectif de travail. Un collectif de travail qui a été impliqué dans une enquête interne ou externe, il subit des traumas, hein, c'est-à-dire qu'il va dire oui, je pense qu'il y a eu enfin, il le dira pas sous cette forme-là, mais oui, j'ai constaté qu'effectivement le manager était pas très fair avec la personne, et puis il y en a d'autres qui diront mais non, non, pas du tout. Et ben ça crée des clans, hein, et il faut vraiment retravailler sur ces situations de collectif qui sont toujours dégradées parce qu'on sort pas indemne d'une enquête qui est sanction ou pas sanction. Merci pour cette remarque très importante. Effectivement, je disais qu'en matière de harcèlement, il y a avant, il y a pendant et il y a après, où le après est peut-être déterminant pour éviter de laisser des traces particulièrement détestables. Je voudrais revenir sur un point de l'intervention de M. Odeyer qui m'a semblé crucial, particulièrement dans le secteur associatif. C'est la question du changement culturel avec les générations qui arrivent, où ce qui était toléré, voire considéré comme normal, devient totalement insupportable, que ce soit du fait de l'ère du temps, de la génération X, Y, Z, etc., etc. Je voudrais peut-être, Monsieur Odeyer, que vous nous disiez quelle méthodologie on peut employer lorsqu'on a des phénomènes de petits chefs qui estimaient normal de faire joujou avec, par exemple, les plannings, qui avaient des blagues un peu lourdes, voire salaces, voire une proximité gestuelle. Voilà. Est-ce qu'une entreprise, une organisation est apte à faire ça elle-même, ou est-ce qu'il faut, à vos yeux, systématiquement externaliser des problèmes comme ceux-là, qui sont le changement culturel, qui est une des choses les plus complexes à faire, particulièrement en associatif? Je pense que ça dépend des situations, hein. Vous êtes nouvel arrivant des RH dans une organisation où vous constatez que
l'évolution culturelle n'est pas au rendez-vous parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de turnover dans la structure, parce que vous pouvez introduire, vous, un chantier d'accompagnement au changement sans que ça pose de difficultés. Le vrai souci, c'est quand on est dans un corps social où il n'y a pas eu beaucoup de mouvement, il n'y a pas de remise en question, où les choses sont viscéralement ancrées. Hein, parce que effectivement, il y a des comportements qui sont viscéraux, la blague salace, la photo de nu dans un coin, etc., etc. L'idée, c'est de repérer tous les éléments qui peuvent être heurtants pour les collaborateurs. Alors, je pense pas que ce soit nécessairement les nouvelles générations. Hein. Vous changez de job aujourd'hui, vous avez 40 ans, vous n'êtes pas dans les nouvelles générations, vous vous rendez compte très vite des pratiques déviantes qui sont acceptées dans la nouvelle organisation que vous rejoignez. Vous avez tous les sujets de baromètres sociaux dans lesquels on peut avoir des indicateurs qui vont permettre de structurer. Moi, je trouve qu'il y a une vraie réflexion sur la structuration d'une charte sur le mieux vivre ensemble. Hein, je le disais tout à l'heure, c'est la définition des comportements adaptés sur le plan professionnel et des comportements proscrits. Et ça peut être mené en interne comme en externe, à partir du moment où c'est éclairé par des faits probants. Alors, si je peux, Monsieur de Marnac, intervenir aussi, je voulais dire que la question qui se pose aussi, c'est comment traiter le semi-déviant. C'est-à-dire, vous avez une personne qui est accusée de harcèlement, moral ou sexuel, peu importe, mais en réalité, les faits sont certes un peu répréhensibles, mais n'entraînent pas un licenciement pour faute grave. Parce qu'il faut quand même avoir un petit panel de sanctions. Alors moi, personnellement, j'utilise beaucoup le coaching. Je veux dire, avec mise à l'épreuve, en quelque sorte, de changement de comportement. Parce que vous avez toutes ces zones grises où la personne est éventuellement stressée, mais son comportement n'est pas volontairement harcelant. Il faut juste rétablir un tout petit peu les curseurs. Bon, ça, là aussi, c'est à la main du DRH. Voilà. Dans la palette, effectivement, vous avez le coaching, vous avez aussi la médiation professionnelle, oui, qui sont des outils tout à fait complémentaires sur le sujet. Hein. Vous évoquiez où vous avez des managers qui sont malhabiles. Hein. Et c'est vraiment ce sujet-là, c'est quand est-ce que le niveau de maladresse peut devenir un comportement gênant. Hein. Et c'est vraiment un sujet d'accompagnement et de montée en compétences des managers. Alors, le sujet qu'on a particulièrement en associatif, c'est que très souvent, on a des managers, surtout dans les managers intermédiaires, qui sont des techniciens, qui ont monté en grade petit à petit, et qui sont majoritairement des techniciens et qui ne prêtent pas du tout en compte leur rôle de manager qu'ils sont devenus. Donc ça, c'est un sujet très classique, médico-social, sanitaire, etc. Et c'est un sujet pas facile sur lequel, que peut-on faire pour transformer d'excellents techniciens qui font très bien leur travail en managers ou managers au moins débutants, ce qui n'est pas toujours le cas et on le voit encore couramment actuellement. Donc un vrai sujet, celui-là. Alors, moi là-dessus, j'ai deux réponses. D'abord, tout le monde, même si on a un excellent technicien, tout le monde n'est pas apte à devenir manager. Et là-dessus, il y a une espèce, je dirais, un peu de test ou d'examen de passage, en utilisant une période probatoire. Ensuite, ensuite, il faut former les gens, tout simplement. Hein. Parce que en réalité, moi j'ai vu, parce que j'avais mis ça en place d'ailleurs dans une entreprise, les nouveaux managers, si je puis dire, récemment promus, n'ont aucune espèce d'idée de leur environnement juridique. Donc, si on ne les forme pas, on court à la catastrophe. Et je vous assure que dans ce type de formation, vous avez des questions, mais totalement incongrues.
Est-ce que j'ai le droit de faire ci? Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je veux dire, d'une façon générale, ils ne savent pas où ils mettent les pieds. Donc, à l'entreprise de les former sans les lâcher dans le grand bain tout seul. Très bien, je reviens peut-être vers Alexandra et Clara. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées sur les Q&A ou pas? Oui, alors on a une question qu'on n'a pas forcément traitée. C'est la question du référent employeur. Donc la question du niveau, est-ce que c'est le DG, le DAF? Qu'est-ce qui est préférable voilà, qui est vraiment en charge de ça? Ça, je pense qu'il y a une question là-dessus. Alors, en ce qui me concerne, je préconise un duo, c'est-à-dire un binôme, de préférence homme-femme. Alors, ce n'est pas toujours possible dans les entreprises, mais ça permet, je dirais, aux salariés de s'adresser à celui qu'ils pensent le plus à même de l'entendre. Voilà. Après, Donc, votre duo, c'est un membre de la hiérarchie et un membre d'une IRP ou pas, hein? alors, membre d'une IRP, si oui, ça c'est tout à fait possible, parce que le salarié peut saisir les IRP ou pas, donc il faut lui laisser aussi le loisir de saisir un homme ou une femme. Vous voyez, c'est pas avoir un référent qui soit unique dans l'entreprise, notamment dans les petites structures, c'est quelquefois un peu compliqué. Oui, Jean-Luc, sur ce sujet? Excusez-moi, j'étais en train de balayer les questions, j'aurais dû écouter. La question, c'est de savoir le référent, qui ce doit être, Employeur. employeur. Est-ce que c'est nécessairement DAF, DG, DRH avec IRP ou pas? Ou comment peut-on composer ça de façon optimum? Le référent interne, c'est une personne désignée par l'employeur. Moi, je ne suis pas pour nécessairement le cumul d'activités. Bien sûr, le DRH, il est par définition le porteur du projet ou le DG. Mais ça me paraît important d'associer un tiers qui est pas dans la filière RH, par exemple, comme référent. Hein, ça permet aussi, par exemple, en mettant un manager, d'avoir quelqu'un qui a une culture différente et qui a des mots différents et qui va pouvoir accompagner sous l'angle des trois axes hein, qu'on a vus dans sa mission, sous condition qu'il soit formé. Hein, parce que l'idée, c'est pas si c'est un tiers qui ne maîtrise pas le sujet, il faut qu'il soit formé et accompagné dans la réflexion. Parfait. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je vois l'heure qui tourne. Je m'adresse à nouveau vers Alexandra et Clara. Une dernière question peut-être? Non, je ne vois pas de nouvelles questions. Bon, parfait. Ben, écoutez, Alors, merci si, beaucoup. pardon, si, une question qui vient d'arriver. Il faut également penser le rôle de la médecine du travail dans le Oui, diagnostic, oui. l'accompagnement des salariés et de l'employeur. Jacques Absolument. Duval l'a dit dans Oui, son intervention en disant que c'est un tiers important très parce que c'est important. lui qui collecte souvent la souffrance des collaborateurs, alors à la fois sur le plan physique et sur le plan mental. Vous savez que dans le thème, un des thèmes phares de l'année 2025, ça sera 2025, année de la santé mentale, et dans la santé mentale, il y a la santé mentale au travail, hein, et que les acteurs, alors des services de prévention et de santé au travail, parce qu'il y a le médecin du travail, mais il y a aussi les infirmiers, sont des acteurs clés du dispositif. Hein. En sachant que le médecin accueille souvent uniquement la parole de la personne, donc de la personne potentiellement victime des faits de harcèlement. Donc le mettre dans un dispositif plus large, c'est intéressant. Merci. Et Maître Jacques Duval sur la médecine du travail? Oui, alors, sur la médecine du travail, ah bah, c'est un peu comme sur la plateforme de recueil des alertes professionnelles. Vous avez la possibilité d'être anonyme. Le, le médecin du travail n'alertera l'employeur sur un cas qu'il suppose de harcèlement que si son interlocuteur, évidemment, l'y autorise. Et dans de nombreux cas, l'interlocuteur se plaint
pleure beaucoup, mais ne veut pas être stigmatisé personnellement. Donc, on est dans le cadre de dénonciation anonyme. Ça ne donne pas de protection juridique, bien entendu, quand vous êtes anonyme. Pour autant, je dis, ne mettez pas la poussière sous le tapis. S'il y a quelqu'un qui se sent mal, le médecin du travail vous le dira, ou sur la plateforme, ça se verra aussi, de quel service, dans quelles circonstances. Et ça nécessite de toute façon, je dirais pas une enquête, mais des investigations. Il faut aller regarder d'un peu plus près le sujet, avec tact et délicatesse. Merci beaucoup. Et je retiens comme mot de la fin sur tous ces sujets de harcèlement, soyons tous vigilants, n'enterrez pas les sujets. Plus vous les enterrez, plus ils ressurgissent avec vigueur, et c'est l'expérience qui parle, et plus cela devient compliqué à traiter quand on a traîné à prendre en main ces sujets-là. Dans le cadre de l'IDAF, donc après ce webinaire, je vous remercie d'avoir été très nombreux à venir. Nous allons organiser en présentiel à l'IDAF un atelier qui sera beaucoup plus pratique où en présentiel, nous traiterons de situations concrètes des uns et des autres, de la meilleure façon d'envisager le problème, de l'appréhender et de mettre en route quelque chose d'intelligent. Donc, cet atelier est prévu le 28 novembre et je pense que Alexandra ou Clara vont vous envoyer une proposition d'invitation à cet atelier qui sera beaucoup plus pratique sur ce sujet pour qu'on puisse traiter ensemble les situations, voir comment réagir, quels sont les bons réflexes, les moins bons réflexes et le pas de réflexe du tout. Je tiens à remercier tout particulièrement nos deux intervenants, Maître Jacques Duval et Monsieur Odeyer du cabinet GLO pour leurs interventions qui ont été particulièrement riches et éclairantes. Merci beaucoup au nom de l'IDAF et merci à tous les participants d'être venus. Et nous allons donc terminer maintenant ce webinaire en vous remerciant tous pour votre présence. À très bientôt et merci beaucoup. Merci. Si, bonne journée. Au revoir. Au revoir.